Madame, Messieurs, je vous retrouve avec plaisir au rendez-vous de l'information. Voici les grandes articulations des informations qui meubleront ce journal. À suivre dans cette édition, la séance de prise de contact du ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, avec les 100 nouvelles recrues au profit du greffe. C'était dans la matinée de ce mardi 15 mai 2018. Ce 15 mai, la communauté internationale célèbre la journée des familles. Quelles sont les valeurs d'une bonne famille pour le développement des sociétés? Élément de réponse dans un reportage que vous suivrez dans ce journal. En interactualité, nous irons en Afrique du Sud où la police enquête sur la découverte d'un engin explosif dans la mosquée qui avait déjà été ciblé par une attaque au couteau la semaine dernière avec pour bilan un mort et 2 blessés. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce mardi 15 mai, le ministre de la Justice, Joseph Fifamé Diogbenou, a initié une rencontre de prise de contact avec les nouvelles recrues du greffe. Au total, au nombre de 100, ces lauréats ont été retenus suite au concours des greffiers organisé par le ministère de la Fonction publique au profit du ministère de la Justice le 27 janvier 2018. Ils avaient tous répondu présents dans la matinée de ce mardi à cette convocation du garde des Sceaux à la salle des fêtes des tours administratives. Suivez ce reportage. Ils sont au nombre de 100, dont 27 femmes à être recrutées suite au concours des greffiers qui s'était déroulé le 27 janvier 2018 au profit du secteur de la justice. Cette première rencontre entre le garde des Sceaux et les lauréats a été une occasion pour Joseph Diogbenou de rappeler les aspirations du peuple vis-à-vis du secteur qui les accueille. Le contribuable accepte de faire les sacrifices. Il vous appartient d'accepter d'être à son service de manière continue, de manière forte, que la disponibilité soit entière. Le milieu judiciaire est un milieu de forte tentation. Vous avez le choix entre le fait d'acquérir une fortune indue, illégitime, et d'en être dépouillé lamentablement le surlendemain, et celui de construire votre vie avec patience, avec abnégation, avec courage au service de la communauté. Joseph Diogbenou espère qu'avec ces nouveaux greffiers, la justice béninoise connaisse ce qu'il appelle sa rédemption. Donnez la preuve que lorsque vous serez avec les autres acteurs de la justice, que l'évaluation au niveau du système d'intégrité nationale de la justice n'identifierait plus la justice comme le secteur le plus corrompu. Faites en sorte que votre entrée, par votre entrée, que la rédemption commence, que l'on regarde la justice avec beaucoup plus de fierté, avec beaucoup plus de dignité. Et si l'intégration au greffe des 100 nouvelles recrues intervient dans un contexte de fronde sociale dans le secteur de la justice, le professeur Diogbenou en appelle à leur impartialité. Des déviances regrettables. C'est dans ce contexte que vous arrivez. Vous êtes venu aussi dans le contexte général de peu de considération que nous avons à l'égard du travail, que les inquiétudes sont fortes de l'état d'esprit, de la manière de servir des agents, que le gouvernement aurait pu considérer cela et se hâter très lentement avant de recruter. Mais pourtant, le président de la République poursuit son programme de recrutement responsable. C'est un signal d'espérance à votre égard. Pour une prise de contact des greffiers avec le ministre de la Justice, c'en est une. Maître Diogbenou leur a tout logiquement souhaité une bonne carrière.
D'un ministère à un autre, au ministère du Plan et du Développement, Horacio Adjordi et Fiacre Voitan ont assisté, toujours dans la matinée de ce mardi 15 mai, à l'ouverture de la revue du portefeuille des projets financés par l'Agence française de développement. Une rencontre dont l'objectif est d'apprécier la performance globale du portefeuille et d'échanger sur les difficultés qui entravent leur mise en œuvre. Suivez ce reportage. L'Agence française de développement accompagne depuis plusieurs années les projets de développement du Bénin. La revue de ce 15 mai 2018 est donc une occasion pour faire le bilan de l'exécution des projets financés dans les domaines prioritaires que sont l'énergie, le développement humain, les secteurs sociaux et l'agriculture. Des projets signés à partir de 2014 dont le taux d'exécution financier tourne autour de 14%, donc faible. L'enjeu majeur aujourd'hui pour nous est donc celui de la mise en œuvre, du respect des délais impartis et des engagements pris. Cette revue doit nous permettre d'identifier collectivement les contraintes, les freins et les difficultés qui tendraient à ralentir la mise en œuvre des projets pour lever autant que faire se peut les blocages et faciliter leur exécution. Selon l'ambassadrice de la France près le Bénin, cette revue intervient à un moment où les engagements financiers de la France se sont considérablement accrus. Elle est par ailleurs revenue sur quelques chiffres des engagements de l'AFD. Les nouveaux engagements de l'AFD au Bénin se sont élevés en moyenne, tous instruments confondus, à 66 millions d'euros, soit à peu près 43 milliards de francs CFA par an, contre 10 millions d'euros en moyenne annuelle pour la période précédente. C'est donc une augmentation très sensible, comme vous le voyez. Pour 2018, l'agence a d'ores et déjà approuvé 16,2 millions d'euros de financement et prévoit d'engager au total sur l'année 115 millions d'euros. Le montant global du portefeuille s'élève aujourd'hui à 283 millions d'euros, 186 milliards de francs CFA. Le ministre d'État du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, tout en remerciant l'AFD pour son appui financier à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a rappelé le mécanisme mis en place pour le suivi de ces projets. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement a pris les mesures nécessaires à travers les différents mécanismes de suivi. Nous avons le comité de suivi des projets, les projets phares d'abord, ensuite l'ensemble des projets, les comités ministériels et sectoriels, et enfin les unités présidentielles de suivi qui nous permettent donc de nous assurer de l'évolution des projets. L'organisation trimestrielle des revues conjointes nous est apparue donc indispensable pour compléter les mesures qui sont prises au niveau gouvernemental et faire en sorte que les projets sortent vite de terre une fois qu'ils sont conçus, qu'ils s'exécutent très rapidement et que leur suivi soit amélioré. Cette revue va permettre de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre des projets et consolider la coopération entre le Bénin et la France. Et du côté de l'Assemblée nationale, sous réserve de confirmation officielle, Joseph Djogbenou, Razaki Amouda, Moustapha Fassassi et Rigobert Azon sont les 4 personnes désignées par le bureau de l'Assemblée nationale pour siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Désigné ce lundi 14 mai par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi et ses 6 autres collègues du bureau, Maître Joseph Djogbenou va siéger au titre de juriste de haut niveau ayant une expérience de 15 années au moins. Razaki Amouda et Moustapha Fassassi en qualité de magistrat. Quant à Rigobert Azon, ancien directeur général de l'ex-organisation commune Bénin-Niger, SOCBN, il a été choisi en qualité de personnalité de grande réputation professionnelle. Toujours
Ce lundi 14 mai, à l'Assemblée nationale, le ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Taro Adam, a présenté aux députés le document conceptuel du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du dialogue inclusif engagé par le gouvernement autour de ce vaste programme social au profit des plus démunis. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain entre dans sa phase pilote effective courant le dernier trimestre de l'année 2018. L'information a été annoncée aux députés. Nous vous invitons à suivre les propos de quelques-uns. Je ne sais pas pourquoi, nous ne savons pas pourquoi, mais aujourd'hui, en plus de l'assurance maladie, le gouvernement a décidé d'ajouter la formation, quelque chose d'essentiel. Parce qu'à côté de la santé, il faut instruire les citoyens, il faut former, il faut donner une profession pour lui donner la capacité de participer à la création de richesses nationales. Nous avons un centre de santé, un infirmier d'État, une sage-femme stagiaire, et puis voilà. J'aimerais encourager le gouvernement de ne pas construire l'usine avant de commencer à produire les produits nécessaires pour la transformation dans cette usine. Je voudrais dire de multiplier les hôpitaux ou bien les centres de santé avant ce projet. Nous avons souvent regretter que les questions en gestation dans les laboratoires du gouvernement ne puissent pas être mises à la disposition des députés et de nos concitoyens à bonne date, ce qui a souvent par le passé nourri les polémiques et parfois beaucoup d'intoxication. Je vais poser quelques questions, peut-être faire des contributions. Je voudrais savoir si, avant de démarrer cette étude conceptuelle, s'il y a eu quand même un état des lieux qui a été fait sur le RAMU, sur la mise en œuvre du RAMU. Parce que qui me souviennent, lors du vote du budget de 2017, nous avons bien remarqué qu'il y avait des provisions destinées au RAMU, même des collectes sur les GSM et autres. C'était des propos recueillis par Amen Didier Rumpenouji et Romaric Devauchy. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Ce 15 mai, la communauté internationale célèbre la journée des familles, une journée instituée par les Nations Unies le 20 septembre 1993 pour sensibiliser les peuples sur l'importance d'une bonne famille. Mais quelles sont les valeurs d'une bonne famille pour le développement des sociétés? C'est à cette question qu'a répondu Carole Olaye dans ce reportage que je vous invite à suivre dans le cadre de cette commémoration. Le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'objectif de développement durable 16 est le thème retenu au plan international pour célébrer la journée du 15 mai qui met en exergue l'importance de la famille dans le monde. Un thème qui met l'accent sur la promotion des sociétés et qui nous amène à voir la relation entre famille et société. La famille, c'est le premier espace de socialisation de l'enfant. C'est le premier creuset, c'est le premier cocon qui permet à l'individu de passer de l'étape d'individu difforme, non forme, à l'étape de la personne. C'est-à-dire à qui on a inculqué les valeurs, les principes qui régissent la société dans laquelle il doit vivre. Donc c'est une mini-société, c'est la société à l'échelle la plus réduite. Alors la famille, dans sa vocation originelle, c'est justement celle-là qui est constituée
d'un homme, d'une femme qui s'unissent et desquels jaillissent comme un fleuve l'espérance de la continuité. Je veux parler des enfants. Et c'est dans le lien, la reconnaissance réciproque de fondement de ces relations qu'ils peuvent vivre un équilibre de vie. Dans les sociétés de nos jours, cet équilibre est presque absent, et ce pour plusieurs raisons. S'il est clair qu'une société paisible et juste dépend forcément de la qualité de sa première cellule de base, de son unité primitive qu'est la famille, on peut alors donc s'interroger à juste titre, quelle valeur pour une bonne famille? Si nos familles sont des lieux où l'éducation est transmise de façon adéquate et équilibrée, la société, elle aussi, serait un lieu de convivialité. Si la famille est le lieu où se transmettent les valeurs fondamentales de rapports interpersonnels et de relations humaines, notre société ne peut être qu'un champ de fraternité immense. Et alors, si nos familles perdent la boussole et les orientations nécessaires, c'est normal que nous arrivions à cette situation où il y a tant de conflits dans notre société. D'hier à aujourd'hui, les modèles familiaux, les structures familiales que nous avons ont fortement évolué, ont migré, se sont transformées. Et vous avez un père qui est quelque part, des mères qui sont ailleurs, le papa qui sort à 18h et qui a 4 foyers dans Cotonou, qui est obligé à partir de 18h30 de passer dans tous ces foyers et de revenir dans le foyer principal où il vit avec maman et 2 enfants. Résultat, il ne voit pas les enfants au réveil, il ne les voit pas au coucher. Les week-ends, il s'en va pour assurer telle ou telle autre chose. Il n'assure plus l'autorité paternelle. Deuxièmement, on devient précocement parent. Lorsqu'on est parent très tôt, on n'a pas soi-même le temps d'être éduqué. Troisièmement, il y a un certain nombre de réalités concrètes, de vie et de mort dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui au Bénin, autour de nous, par Internet interposé, qui soumettent les institutions familiales à rude épreuve. 4e élément qui secoue l'institution familiale, c'est qu'il y a plus de censeurs que d'accompagnants. De nombreuses raisons qui expliquent la dislocation, voire le déclin des familles. Un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde et particulièrement au Bénin. La première conséquence, c'est que l'institution fout le camp. Quand l'institution fout le camp, elle ne joue plus son rôle. Si elle ne joue plus son rôle, au lieu de former des gens, au lieu de charrier des valeurs, au lieu de transmettre des valeurs, on va transmettre des contre-valeurs. Donc, on va former des ovnis, on va former des cas sociaux, on va former des délinquants sociaux, on va former des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont déstructurés et qui ne peuvent donc pas travailler au développement de ce pays. Et vous avez une société complètement bloquée, vous avez une société asphyxiée, vous avez une société où il y a une absence totale de valeurs. Un fait qui n'a pour corollaire que les conflits, la désunion, la guerre des intérêts, des contre-valeurs qui entravent le réel développement de nos sociétés. Autre registre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réuni les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur ce lundi 14 mai à une séance d'information et de sensibilisation. Au cœur de cette rencontre, les décisions du gouvernement ayant pour but de mettre un terme aux annonces et publicités mensongères des EPS en direction des parents et des étudiants. Carole Olaye et Denis Maroya pour les détails. Plus d'annonces et de publicités mensongères des établissements privés d'enseignement supérieur sur les médias béninois. Une nouvelle mesure issue du Conseil des ministres du mercredi 9 mai 2018. Cette décision a pour objectif d'instaurer la culture de l'honnêteté et de la transparence chez les promoteurs de ces établissements qui ont pour habitude de servir aux populations des informations que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique considère comme mensongères. Que constate-t-on?
on constate que sur les affiches publicitaires, il continue en tout cas d'écrire qu'il délivre des diplômes de licence ou de master. Si des annonces passent à la radio et à la télévision, tendant à faire croire que nous avons des filières alors que nous ne les avons pas, qu'on puisse l'arrêter, tendant à faire croire que nous sommes une université alors que nous n'en sommes pas, n'avons pas reçu cette autorisation, que nous puissions l'arrêter. Sinon, l'organe qui le relaie est complice de nous qui lançons cette fausse information. La présente rencontre tenue ce lundi 14 mai a été l'occasion pour le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur de sensibiliser ses hôtes sur les sanctions qu'ils pourraient subir en cas de violation de cette décision. Les dispositions qui sont prévues sont de deux ordres. Il y a d'abord une amende selon le degré tel que le juge l'appréciera. Et l'amende va de 500 000 à 100 millions. Et une privation de liberté qui va, selon les cas, de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Ces responsables d'établissements privés ont jusqu'au mercredi 16 mai pour se conformer aux nouvelles recommandations de leur ministère de tutelle. Hors du Bénin à présent, la police sud-africaine enquête sur la découverte d'un engin explosif dans la mosquée qui avait déjà été ciblé par une attaque au couteau qui avait fait 1 mort et 2 blessés la semaine dernière, a indiqué ce lundi la police. Dimanche, des fidèles ont affirmé avoir découvert cet engin explosif dans la mosquée de Verulam au nord est du pays. Information confirmée par l'unité chargée des explosifs. Le porte-parole a assuré que la mosquée avait été passée au peigne fin après l'attaque au couteau de lundi et que l'engin n'avait été découvert que dimanche. Écoutons quelques réactions. C'est en effet un engin explosif qui était destiné à prendre feu. Ça a créé une sorte de confusion en essayant de nous détourner de l'enquête. Nous sommes à la recherche de 3 suspects qui ont commis un meurtre, des tentatives de meurtre et un incendie criminel. Voilà sur quoi se concentre notre enquête. La police est arrivée avec une unité d'intervention. Ils nous ont dit de sortir de chez nous parce qu'il y a une bombe quelque part dans la mosquée, je ne sais pas où. En tant que communauté, on veut savoir ce qui se passe vraiment. Il faudrait qu'on nous dise vraiment ce qui se passe, au lieu de ne rien nous dire. Parce qu'on est voisin de la mosquée, on habite juste à côté. L'Égypte espère que son attaquant vedette, Mohamed Salah, exploite au Mondial 2018 son expérience fructueuse au sein du club anglais de Liverpool, a déclaré lundi le sélectionneur argentin des Pharaons, Hector Cooper, lors d'une conférence de presse au Caire. L'Égypte s'est qualifiée, il faut le rappeler, pour la première fois depuis 28 ans à la Coupe du Monde qui s'ouvre le 14 juin en Russie. Des voisins de la victime de l'attaque au couteau samedi dans le quartier de l'Opéra à Paris évoquent quelqu'un de très souriant, de très gai, à qui on pouvait accorder sa confiance spontanément. L'auteur de cette attaque au couteau sur des passants revendiqué plutôt par le groupe islamiste État islamique n'avait pas d'antécédent judiciaire, mais il était bien fiché S. Témoignage. Il allait boire des verres des fois avec notre voisin qui était malade, il lui faisait ses courses, ils allaient à la laverie ensemble. C'était quelqu'un de très souriant, de très gai. On se croisait dans le quartier, chez les commerçants ou dans l'immeuble, dans l'ascenseur. Voilà, c'était quelqu'un. Je pense que c'était quelqu'un de vraiment bien, quoi. Sur une relation particulière, en aidant ce voisin au 2e étage il y a quelques années maintenant, pendant plusieurs mois, qui a créé une relation différente. Voilà, on a une relation de voisinage, non intrusive, très discrète, mais avec ce plus qui fait que voilà, Renan était d'emblée une personne de confiance, à qui on pouvait accorder sa confiance spontanément, quelqu'un de fiable. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur EDN TV.